Quand je suis devant ma télévision, j'entends souvent quelque chose. On a écarté les poids lourds de l'opposition. On a écarté les poids lourds de l'opposition. J'avoue que cela me fait souvent rigoler, car on le dit sans savoir exactement ce qu'on appelle un poids lourd en politique. On reconnaît la force d'un homme politique par la portée de ses idées, ce qui passe par un diagnostic froid, global, systémique du fonctionnement général des institutions, tant dans les plus petites que dans les plus grandes. De là naîtront des solutions qui touchent à tous les domaines de notre vie, des solutions qui elles-mêmes se veulent réalistes et non populistes. Mais à quel moment devenez-vous un candidat de poids? C'est lorsque les idées que vous prétendez être bonnes suscitent l'assentiment populaire, l'adhésion du plus grand nombre. C'est ce qui donne force à vos idées et c'est ce qui vous donne un certain positionnement social et politique au point de vous considérer comme un candidat de poids. En d'autres termes, dire que vous êtes un poids lourd de l'opposition signifie que vous avez des solutions palliatives, sinon géniales, à tout ce qui touche à l'existence humaine dans la cité, et que ce que vous apportez est 1000 fois au-dessus de ce qui se fait en ce moment, tant dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, ainsi de suite, dans le commerce, dans la justice, dans la politique et dans les relations avec les autres. Vous n'avez même pas encore un projet de société clairement élaboré et connu de tous les citoyens ou du plus grand nombre. Et vous vous considérez déjà comme poids lourd de l'opposition. C'est ridicule. Simplement parce que vous confondez encore syndicalisme et politique, lutte syndicale et élection présidentielle. Les deux sont totalement opposés, car nous pouvons très bien être du même syndicat sans forcément être du même bord politique. En d'autres termes, vous pouvez être le président d'un syndicat national des travailleurs, mais ça ne veut pas dire que tous les travailleurs voteront pour vous. Parce qu'à l'intérieur, il y a des pédégistes, il y a des UPGistes, il y a ceci, ainsi de suite. La lutte syndicale n'a rien à voir avec l'élection présidentielle. Ce n'est pas parce que vous êtes président d'un syndicat que tous les syndiqués voteront forcément pour vous. Et que ipso facto, vous êtes déjà le poids lourd de l'opposition. Mais c'est d'une absurdité déconcertante. Vous savez pourquoi? C'est parce que, simplement, les problèmes de l'État sont tellement tentaculaires. Et ces problèmes transcendent le simple petit paiement des rappels, des réclassements, ainsi de suite. Et c'est parce que vous parlez de la situation des travailleurs, vous pensez déjà que vous êtes un poids lourd de l'opposition. Non. La question essentielle ici, ce n'est pas celui qui viendra payer les salaires, ainsi de suite, ou bien qui va donner les réclassements et autres. C'est comment faire pour bien gérer les ressources de l'État. Parce que le paiement des charges publiques ou de la dette publique, la dette intérieure, est fonction de la santé économique d'un pays. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas encore quelle est votre solution pour redresser l'économie du pays, pour faire entrer la richesse dans les caisses de l'État. La seule chose qui sort de votre bouche, c'est le président est un imposteur. C'est pas normal. La même personne qui te fait entrer en prison, c'est aussi la même qui te fait sortir de prison. C'est ça un projet politique. Vous savez, dans la vie, il faut être cohérent. En même temps, nous sommes des intellectuels. Lorsqu'un imposteur te fait sortir de prison, la première réaction de quelqu'un qui est allergique à l'imposture, c'est de refuser cette libération et de laisser la justice faire son travail. Lorsqu'un imposteur te nomme, la première réaction est de refuser cette nomination pour ne pas adhérer à l'imposture. Vous ne croyez pas en la constitution qui a été adoptée par un référendum, vous ne croyez pas au code électoral, mais vous êtes quand même candidat. Quelle incohérence! Et y participer suppose que vous acceptez la constitution, vous acceptez le code électoral et vous êtes prêt à vous soumettre à la procédure qui vous sera présentée. Les autres candidats ont apporté leurs vrais actes de naissance.
Mais vous avez apporté l'équivalent de l'acte de naissance. Ça veut dire que vous n'avez même pas eu le réflexe de vous entourer des juristes pour vous dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis par rapport à la loi et au code électoral. Je n'ai pas encore mon vrai acte de naissance. Est-ce que je peux vous donner l'équivalent? Comme ça, je vais vous amener mon véritable acte de naissance légalisé la semaine prochaine, lundi. Et l'autre aussi, celui qui était là, il dit donner et il met valider, dossier complet. Un dossier déjà complet avec un acte de naissance qui n'est pas un véritable acte de naissance. C'est ce monsieur qu'on devrait normalement enfermer. Parce que s'il avait rejeté ce dossier dès le départ, on n'en serait pas là. Ce qui fait que vérification faite, on se rend compte que les autres ont déposé les dossiers en bonne et due forme. Mais il y a un dossier qui avait un acte de naissance qui n'était pas réel. Ah, pourquoi on m'a rejeté le dossier dimanche alors que le vendredi ou le samedi passé, j'ai déposé avec un acte de naissance de substitution et on m'a dit dossier complet. Pourquoi aujourd'hui c'est maintenant incomplet? Ça veut dire que on a voulu m'écarter. Pourtant, j'ai dit que je vais amener mon acte de naissance la semaine prochaine. Attends, vous êtes dans un village ou quoi? C'est une élection présidentielle. Une élection présidentielle, ça se prépare des années avant. Un an avant. Tous ces éléments doivent déjà être réunis. La date des élections avait déjà été prévue. Vous n'allez pas légaliser votre acte de naissance à la dernière seconde. Mais c'est quoi ça? Et quand vous allez à la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle, on ne complète pas les dossiers là-bas. La Cour constitutionnelle se réfère au dossier que vous avez déposé initialement. Et dans ce dossier, vous avez un acte de naissance de substitution, dossier rejeté. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Maintenant, il faut apporter l'acte de naissance du grand-père. Et j'entends, mais pourquoi on me demande de porter l'acte de naissance de mon père? Mon père peut aussi refuser de me donner l'acte de naissance. Est-ce que c'est maintenant que tu viens maintenant contester le niveau électoral? Si ton père ne peut pas te donner l'acte de naissance, ne te présente pas. Prépare un autre candidat. Ce n'est pas forcé d'être candidat. Si vous ne pouvez pas réunir toutes les conditions qu'il faut pour être candidat, formez quelqu'un d'autre. Et ce qui me choque beaucoup, c'est le regard qu'il a des autres candidats de l'opposition. Pour lui, ce sont des petits candidats. C'est ce qu'il a dit dans plusieurs interviews. Ce sont des petits candidats. Ce sont des candidats inventés par le CTRI. Les autres candidats sont des pédigistes, c'est des petits cas, c'est des faux candidats. Normalement, c'était lui le vrai candidat et c'est lui seul qui pouvait battre Oligui. C'est-à-dire qu'il faut un peu de respect, un minimum de respect, un minimum d'éthique. Vous savez, en toute chose, il faut un minimum de retenue. Au nom de quoi allez-vous dire que tel est un petit candidat? En quoi serais-tu plus méritant que les autres? C'est vrai que nous sommes en politique, mais restons courtois. Vous pensez vraiment que vous êtes plus percutant que la jeune fille entrepreneur gabonaise que nous voyons là à la télé qui est candidate? Vous êtes vraiment sûr que vous êtes plus percutant que le jeune juriste que nous voyons ici à la télé chaque fois? Mais ils ont de très bonnes idées pour le développement de notre pays. Au nom de quoi allez-vous dire que ce sont des petits candidats? Alors je résume en disant qu'il ne suffit pas d'être président d'un syndicat pour prétendre gagner une élection présidentielle. Cela demande la prise en compte de plusieurs paramètres qui vous échappent totalement.